Le public se pose évidemment de grandes questions en ce qui concerne l'emploi de l'énergie nucléaire, l'emploi des radioisotopes, et sa faveur va, il est certain, à l'emploi des radioisotopes dans la biologie. Car en effet, il y a deux domaines tout à fait séparés. C'est celui de la physique nucléaire, celui de l'emploi militaire de la force atomique, et cet autre emploi, combien plus sympathique, que les gens suivent avec beaucoup d'attention, qui est l'emploi qu'en font les savants, les médecins et tous ceux qui sont préoccupés par les radiations. C'est pourquoi, ce soir, alors que nos téléspectateurs vont pouvoir avoir la possibilité de regarder une pièce très intéressante, très importante, qui relate les angoisses d'un homme face à la bombe atomique, nous avons pensé aller dans l'autre domaine, dans le domaine qui est infiniment plus près du cœur de chacun, qui est celui de la biologie et de l'application à la biologie de la science nucléaire. Nous avons le plaisir de commencer cette soirée en nous adressant à monsieur le professeur Lacassagne, professeur honoraire de radiobiologie au Collège de France, directeur honoraire de la section biologique et médicale de l'Institut du Radium à Paris. Lui sait mieux que personne, parce que ses expériences sont nombreuses, combien il est important que la science puisse profiter de tout ce qu'on peut mettre à sa disposition. Et il est certain, monsieur le professeur, que cela ne date pas d'aujourd'hui et que vos préoccupations dans le domaine de la recherche et votre rencontre avec les radioisotopes ne sont pas d'aujourd'hui, n'est-ce pas, monsieur le professeur? Il faut distinguer, au point de vue de la radiobiologie, d'une part, l'action des radiations dites ionisantes sur les cellules vivantes, sur les organismes vivants et en particulier sur l'homme. Ceci, c'est un problème qui date de près de 60 ans maintenant et qui évolue du fait que les physiciens, par des découvertes sensationnelles et fréquentes, fournissent aux biologistes et aux médecins des moyens de production de ces radiations qui facilitent l'expérimentation. Et il y a un deuxième aspect du problème, c'est l'utilisation des radioisotopes, qui date alors d'une vingtaine d'années, d'un peu plus de 20 ans, puisque c'est en 1936 que Joliot et Madame Irène Joliot-Curie ont fait leur découverte à l'Institut du Radium, où je travaillais moi-même depuis de nombreuses années sur l'utilisation biologique des radiations ionisantes. Cette utilisation, évidemment, est à l'opposé de l'utilisation qu'on en fait dans le domaine militaire. Et le domaine militaire nous annonce des nouvelles fracassantes qui, évidemment, inquiètent les gens et justifient certains cauchemars. Et ça n'est pas d'eux dont nous voulons nous occuper maintenant, car au contraire, nous aimerions comprendre quels sont les espoirs aussi que le biologiste peut placer dans les progrès de cette science nouvelle. Cette évolution qui n'est pas d'aujourd'hui, venez-vous de le dire, cette évolution continue maintenant. Et quels espoirs et quelles voies ouvre-t-elle aux biologistes comme à nous autres profanes qui vous suivons avec tant d'intérêt? Tout le monde sait que depuis la découverte des rayons X par Röntgen, cela a entraîné des changements considérables au point de vue médical par le radiodiagnostic si répandu maintenant et depuis longtemps dans le monde entier. Également la radiothérapie qui a pris un rôle important dans le traitement du cancer. Ça a été ensuite la découverte du radium qui a fourni un moyen dans certaines conditions, plus puissant et plus pratique que les rayons X. Mais au point de vue d'effets nouveaux, les radioisotopes ont permis de créer, on peut dire, des techniques nouvelles dans l'ordre de la physiologie, dans l'ordre de la biologie aussi bien dans le domaine végétal qu'animal et humain, et des procédés de l'étude du fonctionnement normal et du fonctionnement anormal de l'organisme humain et des changements qui s'y produisent et qui par conséquent permettent de détecter certaines affections par des procédés entièrement nouveaux. Bien entendu que les médecins, plus moins que qui que ce soit, n'envisagent les radiations au point de vue militaire puisque leur rôle social, humain et scientifique est au contraire de guérir et de réparer les méfaits que d'autres hommes peuvent faire.
Eh bien, un problème important qui a été étudié, qui continue et qui a fait l'objet de plusieurs communications dans cette conférence internationale, c'est justement la détection de la souillure et de la nature et de l'organisme humain par des radioéléments produits par les explosions et les manières de s'en préserver. Oui, c'est cette préservation qui, je crois, est la grande préoccupation. Et ici, on est heureux d'entendre un savant nous déclarer que des progrès se font. Car le danger qui inquiète tout le monde, c'est justement de savoir si l'on va utiliser de plus en plus, soit industriellement, soit surtout militairement, des choses qui peuvent, dans les expériences, déjà être très nocives. Pourriez-vous nous dire, monsieur le professeur, et ce sera ma dernière question, pourriez-vous nous dire si ce contrôle de l'activité de la radiation est une chose sur laquelle on a le droit d'avoir un grand espoir dans le public? On peut dire que l'espoir est tout à fait justifié pour tout ce qui est l'utilisation des radioéléments dans l'ordre médical, dans l'ordre biologique et dans l'ordre des recherches pacifiques. Là, et également dans la production de ces radioéléments, dans les piles qui peuvent être utilisées et qui seront de plus en plus utilisées dans des domaines comme la création de l'énergie calorifique, par exemple, la conduction des bateaux, peut-être un jour des locomotives. Tout ceci, on peut dire qu'en connaissant tous les éléments du problème, on doit pouvoir éviter tout accident, sauf des accidents imprévisibles comme celui dont on nous a parlé ce matin justement et qui s'est passé en Angleterre il y a quelque temps, mais qui sont certainement extrêmement rares. Mais il est bien évident que nous, biologistes, nous sommes totalement désarmés en cas d'explosion militaire nucléaire qui contamineront non seulement l'ensemble des populations, mais l'ensemble de tous les êtres vivants, et même des êtres de la matière inorganique. C'est donc bien, en somme, là le dilemme, n'est-ce pas? Le grand espoir du côté de la biologie et la grande peur devant l'utilisation de l'arme militaire. Mais je crois que cette grande peur elle-même pose un grand problème, puisque probablement c'est elle qui peut nous retenir ou retenir les gouvernements et la politique qui sont responsables de son emploi, d'un emploi qui pourrait être justement celui dont les conséquences viennent d'être évoquées, n'est-ce pas, monsieur le professeur? Et je vous dirais que peu de temps après la découverte des radioisotopes à l'Institut du Radium de Paris, j'en ai naturellement parlé beaucoup avec mon ami Joliot, qui était très légitimement enthousiaste de cette découverte et qui envisageait son rôle qu'elle jouerait dans l'économie et dans la science ultérieurement. Et lui, comme Pierre Curie et Marie Curie, n'entendaient pas que leur découverte puisse servir à des fins de destruction de l'humanité. Et je me rappelle une des dernières conversations que j'ai eues avec lui, et dans lesquelles je lui disais, le développement compris maintenant, les forces que pourrait dégager un conflit au moyen de bombes atomiques, créer des dangers tellement grands et dont tout le monde arrive à avoir maintenant la notion évidente, que je pense que votre découverte empêchera dorénavant qu'il y ait de nouveaux conflits mondiaux. Eh bien, monsieur le professeur, je vous remercie